Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. De notre côté, ça a bien été, une belle journée endiablée sur les ondes de Boulevard 102.1 et je pense que ça va continuer encore une fois ce soir. Comme à l'habitude dans Mars au soir, j'ai le plaisir de discuter avec des gens franchement intéressants et ce soir, je reçois Marc-André Morel qui est auteur et conférencier. Monsieur Morel, bonsoir. Bonsoir, mon cher Yannick, ça va? Merci de vous prêter au jeu et d'être avec nous pendant plus d'une heure. C'est le fun. Vous êtes quelqu'un que je suis depuis déjà quelques années. J'ai lu je pense, un ou deux de vos livres de mémoire. Puis j'ai assisté à une de vos conférences il y a de ça quelques temps aussi. Ça me fait plaisir de vous rencontrer ce soir. Puis je pense que ce sera au bénéfice des auditeurs qui sont présents sur les ondes de Boulevard 102.1. Monsieur Morel, on va se tutoyer, Marc-André. Comment Marc-André en est venu à s'intéresser au comportement humain? Ah, le comportement humain, premièrement, il faut faire partie d'une famille dysfonctionnelle. En partant, moi, je me souviens une fois, il y a une dizaine d'années, il y avait eu un symposium. C'est rare que je donne des conférences publiques, c'est plus en entreprise. Bon, on va en parler. Mais cette journée-là, il y avait au programme, il y avait David Bernard puis Jasmin Bergeron, qui sont bien connus au Québec comme conférenciers là, auprès des entreprises, puis tout ça. Puis c'est rare qu'en public, là, on avait 1000 personnes. Bon, tout du monde est bien intéressé d'être là. C'est ça qui est le fun. Dans les conférences publiques, les gens choisissent d'être là. Et puis, je me souviens, j'étais passé avant eux autres, là, je sais pas pourquoi, mais j'avais dit justement que, tu sais, bon, on ne devient pas conférencier là, comme tout le temps par choix, là, c'est comme le métier qui nous choisit, puis le fait que je venais d'une famille dysfonctionnelle, j'avais juste là, comme évoqué ça vite. Puis là, j'avais dit, puis les deux après-midi, là, David Bernard puis Jasmin Bergeron, là, eux autres, ils ont vraiment des problèmes. C'est pour ça que c'est un dénominateur commun. Le comportement humain, je vais t'avouer, moi, j'avais une mère bien sensible. J'avais un père qui était plutôt du type homme d'affaires, mais qui, quand il était dans la vie en général, c'était quand même un bouffon, tout ça. Fait qu'il y avait un côté d'exubérance dans la famille du côté de mon père. Puis mes parents sont divorcés, j'étais assez jeune. Fait que c'est sûr que quand j'étais avec ma mère, c'était ma première fan. Je faisais des spectacles quand j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, tout ça. Je changeais de personnage. Je faisais des shows, comme elle me disait, fais-moi un show. Puis finalement, ça a donné que à l'âge d'à peu près 14 ans, il y avait un concours qui s'appelait, je sais pas si je pense plus que ça existe, mais Patrick Huard avait fait la même chose que moi, mais peut-être un an après. C'est le concours, c'était le gala personnalité jeunesse du Club Optimiste. Puis moi je vivais dans l'est de Montréal, la ville d'Anjou. Fait que c'est là que j'ai été sur scène pour la première fois. Puis j'ai eu la piqûre. Fait que là, à partir de là, je savais que ma vie, c'était pour être ça. Puis moi, je suis un enfant. Bon, je te donnerais peut-être plus ou moins mon âge, mais disons 50 ans, on va dire, faire un chiffron. Puis à l'époque, moi, il n'y avait pas d'école de l'humour. Puis j'avais comme modèle, c'était pas un conférencier que j'avais comme modèle, moi c'était Yvon Deschamps, c'était Les Cyniques, c'était Paul. Alors, tu sais, je connaissais les sketchs par cœur, je les ai faits aussi dans le spectacle à l'école secondaire à la fin de l'année, le spectacle de fin d'année. Puis là, je suis passé de petit gars très timide. J'étais plus petit que les autres. On m'appelait Minus à l'école, ça donne une idée. Pas tout le monde, mais je me faisais par une certaine clique. Là. J'avais pas de gang. Moi, j'étais plutôt avec les nerds parce que c'était les seuls qui pouvaient m'accepter. Fait que j'étais comme le petit gars en retrait. Puis ce qui m'aidait pas, c'est que j'étais comme assez bon à l'école, pas dans toutes les matières. Puis là, finalement, quand je suis arrivé après avoir vécu cette expérience-là, d'avoir été faire de la scène, non seulement avec le gala que j'avais remporté, mais en plus après avec les concours, c'est-à-dire les cours, pas les cours, mais les spectacles à l'école à la fin de l'année. Mais là, j'ai pris confiance en moi, parce que j'étais très timide, pas pour rien. On m'appelait Minus, j'étais plus petit que les autres, j'avais des bras, je me cachais en arrière de mes cheveux, j'avais la coupe René Simard des années 70. Puis je portais des cols roulés, tu sais, j'essayais vraiment de me cacher le plus possible. J'étais, tu sais, nul avec les filles, puis bon, peu importe. Alors, pourquoi comportement humain, j'y arrive, c'est que moi, je me suis rendu compte que, puis me le fait dire aujourd'hui encore même de certaines de mes tantes, que j'étais très observateur. Donc, j'étais dans mon coin, mais
catchais la vibe, si on pourrait dire, d'une certaine façon. Tu sais, bon, ma mère avec ses amis de filles autour de la table, avec les gin tonic, puis les cigarettes, puis je vais t'en passer un papier, puis t'es pas sérieuse, puis patati, patata. Puis moi, j'étais capable, ma mère, elle m'appelait aller dans la cuisine, partir du salon, j'écoutais la télé, puis d'aller dans la cuisine, c'était le soir, peu importe. Puis là, il était 3-4, puis là, il disait, écoutez-les, vous allez voir, ils parlent bien. Puis là, je faisais juste, moi, m'asseoir, puis j'avais déjà psychoanalysé les amis de ma mère ou bien non, sa belle-sœur. Puis j'étais capable de dire, toi, t'es comme ça, toi, t'es comme ça. Puis là, il éteignait toute la cigarette. Oh non, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il y avait quelque chose en moi qui avait cette peut-être sensibilité-là, délicatesse-là ou flair-là par rapport à comportement humain en général. Là, c'était pas scientifique du tout, on s'entend. Mais pour survivre, parce que c'était dur aussi dans ma famille, c'était pas juste le fun, comme dans bien des familles, ben, j'ai appris à prendre du recul puis à avoir ce silence-là qui m'a appris à voir un peu comment ça se passait. Puis après ça, ben là, c'est devenu un peu plus technique ou pédagogique. Là, j'ai appris, j'étais toujours intéressé par la psychologie, etc., etc. Alors, voilà. OK. Mais Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, on regarde aller Marc-André Morel, c'est une bête de scène et tout ça. On est loin de l'image que tu me décris du jeune homme qui était un peu timide et tout ça. Lorsque tu as embarqué sur la scène pour la première fois, est-ce que tu as senti, je ne sais pas, ce désir-là de reconnaissance? Est-ce que ça l'a motivé ta future carrière de conférencier? Ben, je sais pas si c'est... Ben, c'est certain que, écoute, Parce que quand on passe inaperçu, il n'y a rien de pire quand on est jeune adolescent de passer inaperçu. Ce qu'on veut, c'est d'être remarqué. Là, tout d'un coup, on monte sur scène, on est remarqué parce qu'on est la seule personne sur scène. Puis là, tous les yeux sont vers nous. Je pense que c'est les 3 F, là, c'est figer, fuir ou foncer. Là. Moi, mon premier réflexe, ce serait de fuir en étant sur scène. Là. Yannick, écoute, c'est un mystère. C'est un mystère. Premièrement, je veux juste reculer la bobine un petit peu, juste te dire, quand on est adolescent, on veut tout, se faire être reconnu. Je suis pas sûr que tous les adolescents ressentent ce besoin-là. Je sais pas, là, mais je pense que une chose est certaine, c'est que, puis là, on le voit de plus en plus, là, bon, quand on parle là, de la question là, des écrans, les jeunes, les enfants, etc., ce que ça développe, c'est que ça aide pas au niveau de l'estime de soi. Puis c'est important de développer l'estime. Puis là, mon estime, moi, j'en avais pas beaucoup. Alors ça m'a donné, ça m'a aidé à construire ça. J'ai eu comme un coup, c'est-à-dire comme un tsunami d'un coup, là, ce soir-là de mars, j'ai encore la plaque ici, là, c'était le 26 mars 81, fait que là, ça te donne une idée, là, l'âge que j'ai, mais il reste qu'à ce moment-là, c'est certain que quand je suis arrivé après, dans la salle, après le spectacle, que j'avais gagné en plus là, le concours, parce que c'était un concours, puis là, je voyais le visage rayonnant de ma mère. Évidemment, mon père n'était pas là. Bon, lui, il voulait juste que j'aille à l'école, puis que je fasse pas de sport, puis patati patata, parce que bon, il avait peur que je m'échappe, là. Mais finalement, oui, ça m'a aidé. Puis là, je suis retourné sur scène, je suis retourné sur scène. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que j'étais à l'aise, puis j'étais capable de faire rire? Je sais pas. Mais à 8 ans, moi, j'ai été dans un collège privé pensionnaire. Quand j'avais 8 ans, quand mes parents se sont divorcés, ils nous ont mis là, ma soeur puis moi. Puis c'était séparé les gars puis les filles sur 2 étages différents le soir. Puis ils nous mettaient on était dans un corridor, puis ils fermaient les néons dans ce bout de corridor-là, puis ils mettaient une grosse télé une grosse télé des années 70, c'était pas les grosses télés d'aujourd'hui, là, mettons une 24 pouces, 21 pouces, peu importe, avec la grosse bobine bêta, puis ils mettaient un film. Puis on était tous les gars en pyjama, puis on était assis sur notre oreiller, sur le bord du mur, chacun de notre côté du mur. Puis moi, j'arrêtais pas. Et j'avais 8 ans ou 9 ans, puis c'était à chaque réplique du film, je sortais une craque, une craque, une craque. Écoute, tu peux pas... Je l'avais pas appris à l'école, ouais, quelque part, je l'avais en moi. Est-ce que c'était pour attirer l'attention? Peu importe, je veux dire, il y en avait une sur 100 qui était drôle. Mais pour... aujourd'hui, j'espère, c'est plus le contraire, là. Mais il reste que... C'est la personnalité. Je pense que c'est un ensemble de choses. On ne peut pas essayer de trouver la chose. Ouais. L'estime de soi, oui. Le fait
d'avoir besoin de justement de reconnaissance que j'avais pas à la maison. Oui, c'est certain. Puis ça sûrement, ça m'a permis de survivre psychiquement parlant, psychologiquement parlant. J'ai eu besoin de la scène, puis cette reconnaissance-là, puis de faire rire, puis d'avoir un impact. Puis bon, écoute, moi, je rentre travailler avec des applaudissements, puis je sors de travailler avec des applaudissements. C'est quand même assez sensationnel. Je les entends plus, puis ils me font plus le même effet qu'au début. Ben moi, c'est la même chose. C'est juste c'est quand je rentre dans ma chambre que ma blonde applaudit. Quand je sors de ma chambre, elle applaudit aussi. Là. C'est, C'est ça. on a un parcours... Comme la visite, c'est le fun deux fois, quand tu arrives et quand tu pars. Mais, on a un parcours différent, mais je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, du plus loin que je me souvienne, tu parles des années 80, moi, je me souviens que le premier conférencier qui m'avait marqué, puis j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans ma vie professionnelle par la suite, c'était Jean-Marc Chaput, Sacrifice. Tu sais, M. Chaput embarquait sur les planches, puis moi, les premières fois que j'ai vu M. Chaput, c'était surtout à la télé. Il faisait des chroniques des fois et tout ça. Puis j'adorais cet homme-là, puis ce qu'il pouvait apporter pour les individus, parce que des choses qui pouvaient être un peu perceptibles comme étant extrêmement compliquées, il était capable de rationaliser les choses, puis de nous l'expliquer pour que monsieur et madame tout le monde puissent comprendre, puis peut-être s'améliorer sur les facettes où on voulait s'améliorer. Est-ce que toi, dans les années 80, tu considérais que Marc-André Morel, c'est un gars qui était destiné à aider les gens au niveau du développement personnel et professionnel? Je vais te le dire exactement. C'est exactement des années 80, puis je pourrais peut-être même te dire la date. C'était le 2 avril 89. Ah oui. J'avais 23 ans. Moi, mon rêve, donc, quand j'étais adolescent, quand j'ai vu l'impact, puis le plaisir, puis la sensation que ça me donnait d'être sur scène, etc., là, tout ce qu'on vient de dire, moi, j'avais dit à mon père, une fois, un matin, il venait me reconduire au cégep, puis on partait de bonne heure, puis là, j'ai dit dans l'auto, puis mon père, j'en avais peur. C'est-à-dire, là, c'était pas quelqu'un qui était facilement parlable. Fait que là, j'ai dit, papa, j'ai décidé, je vais aller en théâtre. Ça a sorti de même, théâtre. Fait que là, je me souviens encore, Yannick, j'entends encore le bruit des fenêtres électriques dans l'auto qui montent. Et là, ça sort. Puis là, j'ai eu le sermon là, entre Laval puis Ville-Saint-Laurent. Là, j'étais à Bois-de-Boulogne. Écoute, il n'était pas question que je m'en aille en théâtre. Parce qu'il n'y avait pas d'École nationale de l'humour. L'École nationale de l'humour, je pense qu'elle est venue au monde. C'est en 83, je te parle. Là. 84, je pense, ça a ouvert. Fait que, tu sais, ça n'existait pas. Fait que j'ai même pas pensé à ça. Ça aurait été encore mieux pour moi. Mais chose certaine, c'est que j'ai écouté mon père. Je voulais lui faire plaisir. Je voulais qu'il m'aime, etc., etc. Puis de toute façon, pour moi, ça faisait aussi un peu de sens. Je savais que c'était un peu crève-fin d'aller en théâtre. Puis c'était pas tellement le théâtre qui m'intéressait, c'était ce qu'on vient de dire, là, bon, d'être sur scène, etc. Mais fait que j'ai été en comptabilité à l'université, puis j'ai porté ma croix pendant à peu près 7 ans d'une compagnie à l'autre, travaillé comme représentant des ventes, etc. Jusqu'à temps que ce jour-là, du 2 avril 89, où j'ai vu un premier conférencier dans ma vie, je n'avais pas idée que M. Chaput existait à cette époque-là. C'était un conférencier qui s'appelait Simon Blouin, puis j'étais comme représentant à cette époque-là pour une compagnie. Okay. Puis là, j'ai vu les 3 choses que j'aimais. La chaleur humaine, les thèmes de réussite personnelle, etc., qui parlaient, puis le fait qu'il faisait rire. Ah ben j'ai dit, ça y est, c'est ça. Et c'était pas compliqué que ça. Ce jour-là, là, j'ai vu la lumière. Puis là, c'était d'être conférencier. C'était devenu mon obsession. C'était pas un but, c'était pas un objectif. C'était une obsession. Je me couchais le soir, aussitôt que ma tête touchait l'oreiller, je voyais Marc-André sur scène, puis là, je m'endormais comme ça. À tous les soirs. Fait que quand le jour est arrivé où est-ce que j'ai été amené à donner une conférence sur scène pour la première fois en tant que conférencier professionnel, début des années 2000, j'ai été jusqu'à la scène, j'ai touché à la scène, puis j'ai fait « c'est ça ». Puis je savais que ça commençait là, puis que c'était pas pour finir jusqu'à temps que je meure, parce que j'arrêterai jamais. Tout ça pour dire que c'est un beau voyage, sauf qu'entre ces moments-là puis aujourd'hui, c'est une job. Je veux dire, j'ai fait de l'improvisation, du théâtre, des cours de chant, de la pose de voix,
de la méditation, de la respiration. J'ai eu des coachs, j'ai été en formation partout aux États-Unis. Écoute, c'est pour devenir la meilleure version de conférencier que je peux, moi, devenir. Puis il y a toute la recherche d'identité là-dedans aussi, tu sais. Puis à travers le temps, j'en ai vu plus qu'un, que ce soit des Américains, des Canadiens ou des Québécois, dont Jean-Marc. Puis Jean-Marc, tu peux pas le limiter, là. Je veux dire, il arrivait sur scène, tu le sais, puis il était capable, en l'espace de moins d'une minute, t'amener à quelque part au niveau dramatique, puis tu pouvais avoir même la larme qui coule, puis ça faisait même pas 90 secondes qu'il était sur scène. C'est un phénomène, c'est une puissance, écoute, oui, il a pris des cours de théâtre quand il était chez les Jésuites, là, puis on est devenus amis, puis justement, lui, il me disait que le métier de conférencier, c'était d'être, surtout vers la fin de sa vie, il me disait c'était d'être passeur. Puis je trouvais ça beau comme mot. Pas sûr que je comprenais tout ce qu'il voulait me dire par passeur, mais j'ai compris. Parce que, tu sais, conférencier, ça vient du latin, si on regarde à la base, là, c'est verax. Verax, c'est quoi? C'est, en anglais, on dit truth teller, un diseur de vérité. Fait qu'en quelque part, le métier, le rôle, la mission de conférencier, ça existe depuis des millénaires. Socrate, il s'est tenu tout le temps dans le même giron autour d'Athènes, 26 kilomètres, pas plus de circonférence. Jésus, la même chose. Puis là, on n'est pas des Jésus, c'est pour ça que je dis que ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, il y a eu plein de philosophes comme ça, au temps des Grecs, puis même avant, qui marchaient, puis allaient d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre plutôt, puis ils allaient parler. Puis ils parlaient de quoi? Ils transmettaient ce qu'on appelle des vérités. Puis aujourd'hui, quand tu y penses, honnêtement, la plupart des thèmes que je présente, puis que Jean-Marc présentait, puis que les autres conférencières qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas présentent partout dans le monde, c'est des thèmes quand même qui sont plus ou moins connus. Tu regardes un TED, oui, tu vas apprendre des choses scientifiques, ça c'est autre chose. Mais la plupart des conférenciers professionnels vont être, entre guillemets, grosses guillemets, Yannick, là, experts, mais ils connaissent un sujet. Mais ce qui fait la grosse différence aujourd'hui, c'est 75%, c'est la personnalité du conférencier, conférencière, puis 25% à peu près, je dirais seulement, est le contenu. Donc, c'est pas tellement ce que tu dis, mais c'est la façon dont tu le dis pour que ça rentre, pour que les gens puissent après ça passer à l'action, etc., etc. Mais j'aime ça, l'idée de 10 heures de vérité ou passeur, parce qu'en quelque part, surtout aujourd'hui, on s'entend qu'on a encore besoin, pas plus, pas moins qu'avant, que toujours, d'entendre des choses qui résonnent pour nous. Parce que le métier, c'est quoi? Le rôle, c'est 3 choses. Inspirer, éduquer ou informer et divertir. On dit tout le temps, si tu ne réussis pas à les faire rire, ben, tu ne seras pas payé. Exact. Mais pour faire des parallèles avec les gens qui nous écoutent présentement sur la route, bon, ils entendent Marc-André Morel, qui est auteur, qui est conférencier, qui fait ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il a commencé très jeune, il a encore tous ses cheveux. Tu sais, les gens qui nous écoutent, moi, j'aurais voulu être un grand avocat ou je rêve d'être un grand avocat. Il y a de ça quelques semaines, j'avais jasé avec un avocat qui est considéré comme un des plus grands orateurs qu'on a comme avocat au Québec. Puis je lui avais dit, j'essaie de ne pas le nommer, là, c'est dur de ne pas nommer la personne, mais je lui avais dit, est-ce que des fois vous avez le sentiment d'imposteur? Parce que je jase avec des amis des fois dans le métier, puis on se pose la question, on a un privilège de jaser à la radio, puis de communiquer avec le public. Puis l'avocat me dit, parfois, on me dit souvent que je suis un bon orateur, mais moi j'essaie toujours et constamment de m'améliorer. Mais je ne me considère pas comme le plus grand des orateurs. Puis parfois même, je me dis, mais pourquoi les gens me considèrent comme ça? Il y a après tant d'années de pratique, puis je te dirais à toi, Marc-André, qu'il y a plus de 30, 40 ans d'années de pratique sans trop vendre la mèche, ben ils considèrent encore qu'il ne mérite pas tout le crédit qu'on lui donne parce qu'on considère que c'est un grand orateur en cours. Puis je me dis, wow, tu sais, le gars est exceptionnel, il fait partie de l'élite des avocats. Puis lui, encore à ce jour, considère qu'il n'est pas encore arrivé alors que tout le monde pense qu'il est arrivé.
Est-ce que tu as Exact. Ah, oui. t'as-tu déjà eu ce sentiment-là, des fois, d'être sur scène et de dire, cref, pourquoi je mérite ça, moi? Ben, moi, je te dis, moi, juste le twister à ma façon, là, c'est tout ce que tu dis, là, c'est 100% vrai. C'est que moi, je me sens pas arrivé comme l'avocat, là. C'est que je me sens tout le temps comme un étudiant. Tu comprends? Même si pour un 90 minutes ou un 60 minutes, je deviens, entre guillemets, l'enseignant, si on peut dire, avec le conférence genre, slash spectacle que je donne. Euh, pour le reste, là, je suis toujours à la recherche. Que ce soit de contenu, que ce soit de nouvelles façons de le présenter. J'ai plein de notes sur mon téléphone. Je veux dire, là, je suis en train de préparer la nouvelle version de mon programme de formation en ligne pour devenir conférencier, tout ça. Puis, il y a tellement de détails, mais j'ai jamais fini. Moi, je veux dire, là-dessus, là, je pense que le plus bel exemple que je peux te donner, c'est que en 2005, il y a 20 ans à peu près, 19 ans, j'ai reçu la désignation internationale Certified Speaking Professional. Bon, grosse affaire, photo sur scène, le gros kit, plein de critères pour arriver à ça. Moi, j'ai fait ça dans les 5 premières années de ma carrière. J'arrive à Atlanta, on me présente sur scène, etc. Là, je fais partie du soi-disant top 10% de la planète. Ouais. Mais ça, là, c'était une belle chose. Mais honnêtement, pour moi, c'était comme normal, comme un dentiste. Ben écoute, un dentiste, il faut bien qu'il aboutisse à s'occuper des dents. Fait que moi, pour moi, de recevoir ça, c'était pas une grosse affaire, c'est mon métier. That's it, that's all. Tu comprends? Fait qu'à quelque part, ça m'a tellement fait de tort parce que là, je me sentais que j'avais plus le droit de demander de l'aide, demander du coaching, demander des trucs de mes collègues ou quoi que ce soit. C'est comme si là, on venait de me dire non, 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 non. Là, t'es arrivé, là. Là, regarde, c'est fini, le ciel arrête là en haut de toi. J'ai tellement pas aimé ça là, que j'ai décidé de ne pas me servir de cette désignation-là. Je l'ai mis pour les anglophones, pour le marché canadien que j'ai, américain, parce que les autres, c'est plus important que pour moi, ça c'est sûr et certain. Mais ça a tellement fait une petite différence chez moi où est-ce que là, j'ai hésité de continuer d'être l'élève que je suis toujours, tu comprends? Fait que ça m'a tellement fait du bien quand j'ai lâché prise là-dessus, puis j'ai dit non, non, non. Moi, je suis tout le temps en mouvement, je suis toujours en train d'apprendre, puis tout ça, puis c'est jamais fini. Tu le sais, je veux dire, si tu as fait une émission de radio, 2, 3, 4, 5, tu le sais que les émissions de radio, même, il y en a une, peut-être la 18e, était meilleure, t'étais meilleur que la 108e. Fait que comment ça se fait que à la 108e, tu n'étais pas meilleur qu'à la 18e, tu es supposé de progresser puis tout le temps être meilleur? Non, c'est pas de même que ça marche. Non. Il y a toutes sortes de choses, C'est la vie. Ben, la vie et la carrière est faite en montagne russe, puis c'est la même chose à chaque jour quand on est dans les médias ou quand on pratique un autre métier. On n'est pas toujours à 150%, là, tu sais. Mais moi, je vais dans la moyenne. Est-ce que j'ai eu une belle semaine? Oui, dans l'ensemble, j'ai eu une belle semaine. Est-ce que j'ai bien servi mon auditoire? Ben oui, je pense que j'ai bien servi mon auditoire. J'ai eu des bons commentaires. Il y a des choses qui restent à améliorer. Mais avant, j'ai été au jour le jour, Marc-André, pour être très honnête avec toi. Je pense que l'individu, le travailleur moyen, se pose des questions au jour le jour, surtout quand tu as des performances à livrer. Je parle pas de quelqu'un qui travaille à la chaîne. Je pense à quelqu'un qui doit livrer des dossiers constamment. On se pose toujours des questions. J'ai-tu eu une belle journée? Mais moi, maintenant, c'est à la semaine. Fait que je me dis, dans la moyenne, est-ce que je suis satisfait? Si la réponse est oui, ben on prend une petite Coors Light. Si la réponse est non, ben j'essaie de faire un petit retour sur les choses sur lesquelles j'ai manqué. Puis la semaine suivante, ben je regarde un peu plus de ce côté-là quand j'entends ma semaine. Dans l'espoir d'améliorer, bien entendu. Je pense que tout le monde dans un processus de réalisation de soi au niveau professionnel. Puis, en même temps, je veux te poser la question, pourquoi les gens sont constamment attirés vers la réalisation de soi, que ce soit au niveau du développement personnel ou professionnel? Tu sais, les gens qui m'entourent sont constamment, je trouve ça positif, là, mais sont constamment dans les lectures, ils peuvent être dans les documentaires, ils vont voir des conférenciers comme toi, Marc-André Morel. Pourquoi les gens sont attirés vers ça?
Écoute, je sais que je suis picosseux, mais juste avant que tu me poses la question la deuxième fois, la première version de ta question, c'était tout le monde est comme ça. Juste te dire, c'est 15%. Oh! 15% de la population qui va justement vouloir voir en personne ou sur YouTube ou quoi que ce soit un conférencier, un tutoriel, une cours d'une fin de semaine, une séance d'un week-end, peu importe, là. 10% des gens lisent sur la planète 100% des livres. 90% des personnes qui quittent l'école, que ce soit au secondaire, au cégep, à l'université, peu importe, ne rachètent plus du tout un livre ou peut-être qu'ils en achètent un, mais ils ne lisent pas. Alors, la réalité, c'est ça. Donc, toi, tu as cet entourage-là parce que tu es comme ça. Puis je te félicite là, pour ce que tu disais que tu faisais à toutes les semaines, là, ton genre de post-mortem, etc. C'est très rare, là, honnêtement, là, que les gens sont aussi rigoureux que ça, de façon peut-être un peu plus intuitive. En tout cas, moi, je peux te dire qu'en fin de journée, moi, j'ai un chien qui a besoin de marcher, un grand chien, fait que je marche, puis euh, je fais je repasse à travers les bonnes choses, tu sais, ou les choses que j'ai faites pour juste savoir à peu près là, c'était quoi que j'ai accompli aujourd'hui. Ça fait sécréter la fameuse hormone qu'on appelle de dopamine, qui est l'hormone de récompense. Donc déjà là, pour le cerveau, pour l'âme même, ça fait du bien. Parce que tu sais qu'une vie, c'est une consécutivité, excusez l'expression, de journées. Et si tu as une bonne journée, en principe, tu continues de même, tu vas avoir une bonne vie. Et la bonne vie, ben, c'est justement, c'est peut-être, entre autres pour certains, de vouloir se réaliser ou d'aller vers le développement personnel, etc. Mais honnêtement, c'est pas la majorité. Je veux pas faire de débat avec toi, mais ma lecture à moi, c'est que oui, il semble avoir plus de monde au Québec qu'il y en a ailleurs dans le monde qui sont intéressés par ça. C'est un phénomène. On est bien en avant de la plupart des pays dans le monde. On a hérité d'une d'une culture preachers américaines qui sont nos voisins, il ne faut jamais l'oublier, des années 50, 60, 70. Les premiers livres de motivation au Québec, c'était des livres traduits de l'anglais, de l'américain en français par les éditions Un Monde Différent qui existent encore aujourd'hui. Puis là, aujourd'hui, il y en a plus qu'une maison d'édition. Puis ça a amené à certains de vouloir devenir conférenciers entre guillemets, motivateur. J'aime pas tellement le terme, mais il y a eu une vague, beaucoup de ça. Là, aujourd'hui, les sujets sont bien variés. On est dans la neuroscience, la psychologie positive, on est dans la négociation, dans le monde des affaires, peu importe. Mais il reste qu'en bout de ligne, c'est pas tout le monde qui cherche à se réaliser tant que ça. Abraham Maslow, qui est le père de l'accomplissement personnel, du développement personnel, c'est vraiment lui, là, OK? Puis Abraham Maslow a vécu jusqu'à récemment, il est mort en 55. Lui, a même enseigné à New York, là, c'est 5 heures de route de Montréal, à peu près 7-8 heures de route de Québec. Puis Abraham Maslow disait, les gens qui se réalisent, Maslow, c'est la fameuse pyramide, La pyramide, ceux qui se souviennent les besoins, bon, tout ça. Puis c'est sûr que si tu es toujours en survie financière, ou en survie émotive pour essayer de sortir d'une situation toxique, quoi que ce soit, c'est difficile de penser à te réaliser, d'aller au top de la pyramide. Okay? Fait que lui, c'est de nous aider à cheminer vers le haut pour se dégager disons, des a priori ou des prérogatives de la vie qui est de payer son loyer, ses comptes, puis c'est bon de survivre en général. Et là, lui, il disait que les gens qui se réalisent doivent devenir ce qu'ils peuvent devenir. Doivent devenir ce qu'ils peuvent devenir, Yannick. C'est pas, ce serait bien le fun, je pense que tu aimerais ça. Essaye si tu es capable, franchement, tu sais, vas-y donc. Non, c'est doivent. Donc, c'est une responsabilité que nous avons tous et chacun à la naissance, de trouver sa place, de trouver sa voie pour être capable de le faire de façon plus agréable. Ça va être plus facile. Puis, pour revenir à quelque chose que tu as dit tantôt, que je voulais souligner, c'est que tu as dit, est-ce que j'ai bien rendu service à mon public aujourd'hui? C'est ça. C'est ça la vie. Peu importe ce que tu es machiniste, conférencier, animateur télé, courtier d'immeuble, c'est de prendre ce que tu es
pas juste ce que tu as, ce que tu es comme personne, ton caractère, tes forces de caractère, et de les exploiter le mieux possible pour que tu puisses, toi, évoluer en rendant service à ta communauté, à ta collectivité, à ta clientèle, à ta famille, etc., etc. C'est ça le but de vie. Et oui, c'est vrai, il y en a beaucoup qui cherchent ça. Combien le trouvent? Moi, je veux dire, depuis 25-30 ans, je vois des gens dans les salles de formation, de conférences, pas juste les miennes, là, je parle de plein de monde, qui sont dans le développement personnel, etc. Puis il y en a, je les ai vus, là, il y a 25 ans, puis ils n'ont pas changé de coupe de cheveux. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'ont rien changé comme personne. Ils sont encore en train de chercher, etc. C'est à un moment donné, il faut que tu gradues, il faut que tu te trouves, il faut que tu embrayes. C'est pas juste de creuser, il faut que tu le fermes à un moment donné, le trou. Là. Fait que c'est pour ça que y en a qui sont peut-être un peu plus accros à cette sensation-là. C'est un club social pour eux, peu importe, c'est correct. Mais de gens qui arrivent à se réaliser, malheureusement, la réalité, c'est qu'il n'y en a pas autant qu'on voudrait puis qu'on pourrait. Ouais. Les temps ont changé aussi. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune, puis je passais à la librairie, puis je m'achetais un livre sur soit la psychologie ou encore sur le développement personnel. J'arrivais à la maison, puis mes colocs disaient « Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu peux pas. Pourquoi tu lis ça? Ça te sert à quoi? » et tout ça. Puis honnêtement, Marc-André, j'avais l'impression juste que ça me relaxait, puis j'en savais peut-être un peu plus à la fin du livre qu'au départ, en ne l'ayant pas nécessairement lu. Puis au travers de ça, ben, j'ai appris plein de choses sur moi. J'ai dû tout améliorer. Mes anciennes blondes te diraient vraiment pas. Mais je pense, moi, personnellement, que j'ai amélioré certaines facettes de ma vie personnelle et professionnelle en m'accompagnant de ce type de lecture-là. Puis récemment, je parlais avec Bruni Surin. Puis Bruni Surin m'avait dit que les choses ont commencé à bien aller pour lui à partir du moment où il s'est greffé un psychologue sportif. Et moi, dans ma tête, quand j'étais jeune, un psychologue, c'est quand ça va vraiment pas bien. Et ce que Bruni Surin me rapportait, c'est que le psychologue sportif, non, lui, ça allait bien mentalement. C'est juste qu'il lui a montré certaines facettes à améliorer dans sa façon de penser qui a fait en sorte que ses performances se sont mises à augmenter d'une façon exponentielle. Mais juste avec des petites choses à corriger. Là, on parle de psychologie sportive, mais à mes yeux, à moi, quelqu'un qui m'aide à de la réalisation de moi ou qui essaie de me dire, Yann, voici les façons de faire pour être sur ton X, ben, je vois ça comme un psychologue, entre guillemets, sportif qui dit, regarde, tu veux être la meilleure version de toi-même, voici certaines étapes que tu pourrais faire, puis un jour, ben, on pense que tu pourrais peut-être te trouver ou trouver la personne que tu es réellement. Donc, avec le temps, dans les années 80, mettons 90, je faisais des lectures, puis les gens disaient, « Qu'est-ce que tu fais avec ça? » Puis aujourd'hui, en 2020 ou 2024, comme on est là présentement, ben les gens entendent un Marc-André Morel, puis ils disent, « Ah, crème, c'est cool, un conférencier, il parle de réalisation de soi, il nous parle d'être sur son X, les facteurs de réussite, tout ça. » Les gens sont plus ouverts maintenant qu'ils l'étaient dans les années 90, là. Oui. Tu as dit quelque chose de bien important. En fait, dans réalisation de soi, c'est quoi le mot le plus important de ça? Ben, c'est soi. Exact. Et le soi, 99% des gens ne le connaissent pas. Fait qu'il y en a, quand on parle de développement personnel, pour développer le personnel, il faut connaître le personnel. Donc, comment veux-tu développer toi, soi, personnel, si tu ne connais pas qui t'es? À la base, c'est de savoir non seulement outre le CV qu'on voit passer depuis des décennies, on a tous un CV ou on a eu un. Puis c'est quoi sur un CV? C'est les connaissances et les compétences. Savoir, savoir-faire. Il y a un petit paragraphe sur la fin de semaine, j'aime ça relaxer, lire et aller en campagne. OK, fine. Ça, c'est ton savoir-être. C'est ta partie caractère. Quand je donne la conférence, je fais un exercice interactif, puis ça va faire à peu près au-dessus de 1000 fois que je le fais un peu partout, une couple de pays, puis une couple de places, toutes sortes de monde. Et on arrive tout le temps à la même chose, c'est que 85-90% de nos facteurs de réussite, c'est la personne que nous sommes
ou que nous choisissons de devenir. Donc, il y a toutes sortes de critères, hein, d'être patient, ouvert d'esprit, positif, vouloir travailler en équipe, etc. Il y a toutes sortes de choses qui font qu'on est qui on est. Et ça ne veut pas dire qu'on est comme ça, puis qu'on est né en essence, je parle, comme nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc., qu'on ne peut pas changer ces traits de caractère-là ou ces forces de caractère-là. Donc, si tu es 7 sur 10 côté, disons, patience, peut-être que tu es capable de monter à 7,5 ou à 8 ou à 8,5. Donc, pour réaliser le soi, pour développer le soi, il faut connaître le soi. Puis ça, c'est quelque chose que j'enseigne. J'ai plein de petites vidéos. Ceux qui sont intéressés d'aller sur ma chaîne YouTube, sur mon site Internet, marc-andré-morel.com, vous allez trouver des trucs, des podcasts, des vidéos. Puis j'ai même un exercice qui est sur mon site, qui est gratuit, qui va te donner un rapport de 18 pages. Ça s'appelle Stand Out. Vous allez sur ma biographie et puis vous allez voir tout de suite en haut. Et ça vaut la peine de prendre 15, 20 minutes, une demi-heure de sa vie pour répondre aux questions, pour apprendre comme ça à se connaître. C'est un peu comme quand on était adolescent. Te souviens-tu, on avait des livres d'horoscope, puis on essayait de savoir c'était quoi notre zodiaque, notre signe chinois, numérologie. Mais déjà, il y avait une quête. Puis la quête, c'est la chose la plus importante. C'est pas nécessairement de trouver tout le temps, mais c'est au moins de chercher à savoir qui on est. Puis dans tout ce que tu dis par rapport à Bruni-Surin, c'est un très bon exemple. Puis oui, psychologue, pas parce que ça allait nécessairement bien mal ou quoi que ce soit, mais ça lui a permis, oui, de corriger des choses, mais à la base, ce que ça lui a permis, je ne veux pas parler pour lui, là, mais ce que ça lui a permis, c'est d'apprendre davantage à se connaître que de s'améliorer. Parce que tu ne peux pas t'améliorer si tu ne te connais pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ça revient tout le temps à la même chose. C'était banal, là, puis on parlait du besoin parfois pour certains d'être accompagnés par quelqu'un qui va nous dire voici le chemin que tu pourrais essayer de prendre, puis voyons voir ce qu'il y a au bout de ce chemin-là. Dans le cas de Bruni-Surin, il arrivait à l'hôtel, puis là, il regardait la liste des athlètes contre qui il allait compétitionner, puis il savait qui était dopé puis qui n'était pas dopé, puis au départ, il se donnait son rang où il allait arriver sur le 100 mètres ou sur le 200 mètres, là. Puis, il n'y avait jamais d'amélioration de performance. Puis, il a raconté cette histoire-là à son psychologue sportif qui l'accompagnait. Puis, le psychologue, il a dit « Qu'est-ce que tu peux faire, toi, avec ces gars-là qui prennent de la dope? Peux-tu les empêcher de prendre de la dope? » Fait que là, Bruni-Surin disait non. Mais il dit à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux avoir comme impact direct? C'est de se concentrer juste sur toi et sur tes affaires. Fait que les autres couloirs Bruni-Surin n'existent pas. Le seul couloir qui existe, c'est le tien. La seule personne que tu dois battre, c'est toi-même. Puis, curieusement, parce qu'il était accompagné, puis parce qu'il a écouté son psychologue sportif, il a commencé à améliorer ses courses parce qu'il se battait maintenant contre lui-même. Il n'abandonnait pas parce que les autres étaient dopés autour, puis il réussissait à battre des gens qui étaient dopés. C'était exceptionnel, là. Partout où tu vas, t'es là. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai développé une petite formule là, qui est bien facile à comprendre puis à retenir. E plus C égale R. E, c'est les événements dans la vie. C, c'est notre caractère par rapport aux événements. Puis R, c'est les résultats dans notre vie personnelle ou professionnelle, peu importe. Pour une raison ou pour une autre, l'humain, la manière qui est faite, là, c'est comme ça, là, il est programmé pour blâmer les E, les événements sur lesquels il n'y a aucun contrôle. Le gars qui se dope, c'est pas sous ton contrôle. La météo, l'économie, l'inflation, le ci, le ça. Et là, tout d'un coup, je suis en retard à cause du trafic. Pour rendre ça bien banal, là, mais très, très, très commun, c'est tout le temps quelque chose extérieur à soi. Puis Surin, ce que tu me racontes, c'est qu'à un moment donné, il a shifté, excusez l'expression, le focus sur lui, plutôt que de regarder des trucs, des considérations extérieures sur lesquelles il y avait zéro contrôle. Donc, 0% contrôle, 100% contrôle sur mon caractère, ce que je suis ou la personne que je choisis de devenir, ce qui fait que si tu fais un peu de mathématiques, tu vas arriver avec un minimum de 50% de contrôle sur chacun de tes résultats dans ta vie personnelle et ou professionnelle. Name it, tout est là. C'est-à-dire qu'en bout de ligne, parce qu'il y a certains événements qu'on a un petit peu de contrôle, fait que c'est sûr que des fois, ça peut aller plus que 50%. Alors, en bout de ligne, oui, c'est vrai. C'est une question d'imputabilité. Dire, écoute, c'est ma game.
quand Martin Saint-Louis là, du Canadien de Montréal dit la game dans la game, la game dans la game, c'est nulle part ailleurs que toi. Moi, je ne connais pas le hockey, puis honnêtement, je ne suis pas vraiment, là, mais je sais que ça, c'est sorti parce que même mes clients qui m'en parlent. Il n'y a aucune autre issue que de partir de soi. Fait qu'en quelque part, oui, tu peux aller te chercher un nouveau cours, oui, tu peux lire un nouveau livre, ça va t'ouvrir l'esprit, c'est fantastique, tu peux aller te chercher un MBA, peu importe ce que tu veux dans la vie, mais en bout de ligne, si tu ne réussis pas dans le petit peu de temps que tu as dans ta vie à apprendre qui tu es vraiment, puis c'est quoi les 1, 2, 3, 4, 5 choses que tu considères que tu pourrais améliorer pour non seulement pour faire plaisir à ta clientèle ou pour faire plus d'argent, mais pour une question tout simplement de dire, sais-tu quoi? Moi, j'ai envie de devenir cette personne-là. Moi, je suis un gars qui est à la base, qui a appris à être impatient, parce que c'est comme ça que j'ai appris. Irrité, irritable, je veux dire, des défauts comme ça dans la famille, et puis ça parlait fort, ça parlait un petit peu très québécois, Canada, puis les breaks, puis les wipers, puis tout ça. Il a fallu que j'améliore toutes ces petites choses-là, petit à petit, puis mon but, c'était de devenir, tu parlais de tes blondes, c'est de devenir justement, peut-être justement une meilleure personne, entre autres, pour la fille avec qui j'étais à ce moment-là ou la fois d'après, parce qu'il y a eu plus qu'une, parce qu'effectivement, j'étais peut-être pas à la hauteur tout le temps. Mais chose certaine, en faisant parenthèse sur les blondes, puis les chums, puis les relations de couple, c'est souvent des enseignants. Hein? On va pas trouver quelqu'un avec qui ça va toujours être rose. C'est impossible. C'est des vecteurs de changement pour s'améliorer soi-même, les relations. Daniel, juste finir là-dessus, Daniel Bélanger, le chanteur, il disait, il se faisait poser la question, il disait, êtes-vous toujours en couple avec votre conjointe? Il dit, tant et si longtemps que ça va être un challenge. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'adore. Ah, mais lui, il a compris. Fait que quand tu sais que ça va être un challenge, ça devient aussi beaucoup plus agréable. Tu peux en rire comme on vient de faire, tu sais. Ouais. Mais tu sais, Marc-André, des fois, avec les conjointes puis les ex-conjointes, on se rend compte des fois les reproches qui reviennent constamment. Je pense que les gens intelligents vont se dire, OK, une personne qui me fait un reproche, bon, OK, je peux peut-être penser que c'est sa propre vision des choses. 2 personnes qui se connaissent pas qui me font le même reproche. 3 personnes qui se connaissent pas qui me font le même reproche. Ben, peut-être que j'ai quelque chose à améliorer à un moment donné sur ma personnalité. Puis, bon, moi, j'ai fait ce chemin-là. J'ai eu 3 fois le même reproche. Je me suis dit, bon, je peux m'améliorer là-dessus. Je pense que oui, ces gens-là ont raison. Marc-André, dans ton travail, Marc-André Morel, t'es conférencier, t'es coach, tu accompagnes des gens. Ça te surprend-tu à chaque fois quand tu vois des messieurs ou des madames puis là, je dis monsieur, madame, mais mettons qu'on parle de gens de 40, 50, 60 ans. Ça te surprend-tu à chaque fois de voir que ces gens-là n'ont pas encore trouvé leur X, n'ont pas encore trouvé qui ils sont, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, puis qui n'ont pas encore trouvé le bonheur, puis la paix, tu sais, qui est nécessaire à une vie épanouissante et professionnelle aussi? Moi, le premier chapitre de mon premier livre, j'ai écrit en 2002, qui est publié en 2003, ça s'appelle La 5e saison, réaliser sa destinée avec simplicité. Le premier chapitre, c'était faire ce que l'on est. On ne parlait pas de ça, d'être sur son X à l'époque, puis je ne dis pas que je l'ai inventé parce que je l'ai pris de un livre de Deepak Chopra qui date des années 70-80 qui s'appelait Les 7 lois spirituelles du succès, puis il parlait du dharma, puis que l'oiseau, sa nature, c'est de voler, la nature du poisson, c'est de nager, puis là, j'ai dit, ça y est, je veux enseigner ça, parce que moi, je l'avais vécu justement quand j'étais jeune, j'ai conté l'histoire tantôt, que moi, j'allais étudier comme pour devenir comptable, j'aurais été peut-être un bon comptable, mais j'aurais pas été heureux, puis j'aurais été alcoolique, puis j'aurais probablement écœuré tout le monde autour de moi, dont entre autres mes collègues, parce que j'étais pas à ma place. Mais à cette époque-là, tu l'as dit tantôt, on a évolué. Là. Je veux dire, il y a même en 10 ans, 15 ans, c'est incroyable. Alors, c'est pour ça que oui, on est plus conscient de devoir être dans notre chaise. Ce que ça veut dire être sur son X, pour ceux qui ne sont pas, c'est pas clair pour eux, c'est que les talents que tu as à la naissance, ce que tu aimes faire, c'est souvent la même chose. On t'a donné un cadeau qui est extraordinaire, que ce que tu es le meilleur dedans, c'est ce que tu aimes le plus. Fait que c'est un des signes en partant,
ce que tu aimes le plus faire ou être. Aimes-tu ça jouer à la banque? Quand tu étais petit, tu jouais-tu à la banque? Tu jouais-tu au pompier? Tu jouais-tu à écrire des poèmes, à dessiner, etc.? Tout est là, en quelque part, en partant. Donc, qu'est-ce qui fait que, oui, il y en a qui savent c'est où leur place et qui l'apprennent, ou le reste, la plupart, savent aussi où leur place. Oui, c'est sûr qu'il y a du monde qui ne savent pas, mais ceux qui savent où est leur place, mais qui ne l'apprennent pas, c'est bien souvent une question alimentaire, financière, sécurité. C'est pour ce on appellerait aujourd'hui les mauvaises raisons, puis ce qu'on aurait appelé il y a 50 ans, on aurait appelé ça les bonnes raisons. C'est-à-dire, trouve-toi donc une job, trouve-toi donc une vraie job. Ouais, c'était plus Mais nos voyons parents donc. qui étaient comme ça. Nos parents voulaient ça, notre bien, ils voulaient notre sécurité. ça. Mais là, on est en pénurie de main-d'œuvre. Tu peux aller où tu veux, faire ce que tu veux. Tu as plein d'outils. Sur Internet, tu pourrais développer ta business. Tu pourrais être chanteur. Peu importe. C'est pas tellement. Oui, il y a des gens qui ne l'ont pas trouvé. Ça, on peut aider. Je vais donner un outil tantôt qui est, entre autres, sur mon site. Puis il y a plein d'outils psychométriques. Il y a des coachs pour ça. Il y a des conseillers d'orientation. Il y a de la méditation. Moi, j'ai été médité. J'ai été jusqu'à l'Oratoire Saint-Joseph. Là. Même pour... Je le savais, mais en quelque part, je doutais pareil. Puis à 26 ans, 27 ans, je suis allé... à l'oratoire pour avoir du silence, puis j'ai prié le bon Dieu que je connaissais pas, puis que moi, j'étais pas croyant, puis je suis pas plus vraiment aujourd'hui, mais il reste que je voulais juste savoir. Puis il y a des signes que j'ai eus, puis c'était des choses que j'aurais dû dire, ben je le savais, mais j'étais encore pogné dans le carcan de faut que tu trouves la job qui va permettre de payer tes comptes, ton hypothèque. Tu sais, il y a comme tout un modèle qui est là, qui est inconscient, dans l'inconscient collectif, mais dans l'inconscient aussi personnel, qui nous fait faire des fois les choix rationnels. Tu vas t'acheter un auto, tu vas payer 500$ par mois, mais c'est un auto que tu n'aimes pas tellement. Mais pour 650$ par mois, tu as l'auto que tu veux vraiment. Mais il y a bien du monde, la part du monde vont choisir l'auto à 500$. Tu comprends ce que je veux dire? Même s'ils ne l'aiment pas tant que ça, parce qu'ils ont un budget, puis c'est la chose qui prend le dessus. Fait que c'est pour ça qu'il faut être capable de faire les choses en même temps. Tu veux, tu sais qui que t'es, tu sais que tu n'es pas à bonne place, tu travailles dans une place que tu n'es pas heureuse, puis tu es pas mal certain ou certaine de où tu veux être puis aller. Moi, je te dis, lâche pas ta job tout de suite, commence à faire ce que tu aimes, puis fais-les le soir. Comme moi, j'ai commencé à donner des cours, c'est-à-dire d'être assistant au cours de Carnegie dans les années 90, puis je faisais ça le soir après ma job de vendeur. Puis la fin de semaine, d'aller dans des séminaires, puis d'apprendre le programme pour devenir orateur chez Toastmasters, etc. C'est des choses que je faisais. Peu importe ce que tu as à faire de ton côté, pour mettre du temps puis d'investir là-dedans pour te préparer, en gardant ta job, on pourrait dire, ou ton revenu, même si c'est partiel, pour te permettre de survivre. Puis quand ça sera le temps, tu vas le savoir, ça va être le temps de sauter, mais on peut faire les deux pendant un certain temps pour pouvoir accéder à sa chaise. Ouais, il faut se mettre en mouvement. Je te suis là-dessus, mais j'ai l'impression des fois que le cerveau, sans trop avoir de grandes connaissances du cerveau, j'ai l'impression que le cerveau est programmé pour faire des choix paresseux et sécuritaires. Ouais, ce qui fait en sorte que pour y aller à l'encontre des choix paresseux et sécuritaires, il faut se donner un coup de pied supplémentaire dans le cul puis se mettre en mouvement pour réussir à y parvenir si c'est vraiment ça qu'on veut. Il faut que ça fasse mal. Tant et si longtemps que ça fait pas assez mal, tu vas rester là. Moi, j'ai pogné le bas fond dans ma vie, OK? Mais la drogue, l'alcool, tout ça. Puis, on n'arrête pas tant et si longtemps que ça fait pas assez mal. Puis là, à un moment donné, c'est autant ça fait pas assez mal que ça devient, comme pour moi, devenir conférencier, c'est pas parce que ça faisait mal ou est-ce que j'étais tant que ça, je savais que c'était pour être pas ma place ou ce que j'étais, mais c'était surtout la convoitise d'atteindre ce but-là pour lequel j'étais convaincu que c'était ma place. Puis tout ce que je faisais, dans le fond, Yannick, c'était de dire oui
à le rôle qu'on m'avait donné. Je le savais quand j'ai vu ce conférencier-là à 23 ans que c'était ça. Fait que ça n'a pas changé. Entre-temps, j'ai juste eu des moments de doute par rapport aux prérogatives de la vie, c'est-à-dire le budget, puis tu sais, bon, fitter dans le modèle avec l'auto de luxe, puis le condo, puis tout ça. Ben là, j'étais en appartement, puis j'ai commencé de même, puis ça a fait que j'ai été capable, d'après ça, de gagner ma vie avec ça. Fait que c'est soit que faut que ça fasse bien mal, la douleur, ou ben non, que le plaisir convoité, le désir, c'est quelque chose faut garder, d'avoir une ambition. C'est pas... Tu sais, il y a d'autres choses dans la vie que juste payer ses comptes. Aujourd'hui, c'est surtout ça, là, tu sais, je le vois, là, puis là, c'est pas juste depuis l'inflation, mais même avant. Ah, barouette, là, tu sais, à un moment donné, là, man, là, il faut que tu décides. Oui, c'est correct, la famille, je peux comprendre, c'est pas évident, tu peux pas abandonner ton mari ou ta femme puis tes enfants avec ton projet de carrière, mais ça se fait pas juste de se mettre en mouvement, comme tu as dit tantôt, mais c'est de se mettre en mouvement en gardant cette partie-là qui est peut-être la question sécuritaire, puis d'arriver à un moment donné et de dire, regarde, il y en a des femmes puis des hommes qui ont eu des conjointes qui les ont supportés dans leur désir de devenir un auteur connu. Puis il y en a aujourd'hui là-dedans qui font des dizaines de millions par année avec des livres, puis tout ça. Puis tant mieux s'il y a eu quelqu'un pour les supporter ou des mécènes, des artistes. À l'époque, même Léonard da Vinci, etc., là, je veux dire, ça gagnait pas d'argent. Il fallait que ce soit... Il était avec François Ier. Il fallait qu'il ait été de l'argent à l'époque du gouvernement qui était le roi de France. Puis c'est un Italien, fait que je veux dire, il fallait même qu'il traverse un petit bout de chemin pour aller chercher sa considération financière. Michelangelo, même chose. Je veux dire, c'est pas comme on vit dans la vraie vie, là. Je veux dire, puis ça fait pas d'hier que c'est comme ça, sauf qu'il y a moyen, tu sais, sans vivre. Moi, je suis pas ésotérique du tout, puis je vis pas dans un autre monde. Je vis dans le vrai monde, puis je sais ce que c'est de passer de cette période-là ou ce rôle-là ou cette vie-là où est-ce qu'on n'est pas à sa place. Puis je peux te dire, là, ça fait mal. Ça fait mal en tabarouette de continuer comme ça, d'être pas à sa place. Et puis, c'était le rêve qui m'a animé plus que la douleur à l'époque, tu sais. J'aime ça. On va faire une courte pause, Marc-André. Après la pause, il va nous rester 5 à 7 minutes encore à discuter. Je rappelle ce soir qu'on a le plaisir d'être avec Marc-André Morel, qui est conférencier et auteur. Si vous voulez avoir des détails ou si vous voulez communiquer avec lui pour ce qui est de ses conférences, marc-andrémorel.com. Ses livres sont là et son école de conférencier aussi. Des formations en ligne qui sont disponibles. On va faire une courte pause et on revient tout de suite. Marceau, le soir. Ce soir, on a le plaisir de passer la soirée en compagnie de Marc-André Morel, qui est conférencier et auteur. Marc-André, ça va toujours bien? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Hey, tu nous parlais de Michelangelo tantôt. Moi, je regardais les peintures de Michelangelo, puis je me disais, mais comment a-t-il fait pour réaliser son art, la tête à l'envers? Encore à ce jour, on admire toutes les choses qu'il a fait, mais je me pose toujours ces questions-là. T'sais. Le gars avait un talent pour peindre. Il aurait pu peindre sur une toile, je sais pas moi, la verticale, puis il a dit non, je vais augmenter mon niveau de difficulté. Ça va être le plafond que je vais peinturer, que je vais peindre. C'est incroyable quand même quand on y pense à quel point cet homme-là s'est donné des difficultés, mais en même temps, il est passé à l'histoire grâce à ça. Là. Oui, mais c'est une commande, premièrement. C'est une commande. Ouais. Ouais. Puis deuxièmement, c'est pour rendre ça simple, c'est le travail. Comment il a fait, tu sais, couché pendant des mois à peindre un plafond, c'est que c'est du travail. Tu sais, tout ce qui semble être facile, tu regardes quelqu'un chanter, tu dis « Oh, je suis chanteuse ». Tu regardes quelqu'un piloter un avion, atterrir tout en douceur, tu dis « Oh my God, ça tombe à l'air facile ». Quelqu'un qui fait de la neurochirurgie, ça a l'air facile. Tout ce qui a fait de la radio, ça a l'air... Être conférencier, quelqu'un qui me regarde et qui regarde d'autres, mon Dieu, je pourrais faire ça, moi gagner ça aussi, des milliers de dollars, peu importe. Ça a l'air facile. Mais la raison pourquoi ça a l'air facile, c'est parce qu'il y a tout le travail, mon chum, en arrière. C'est ça la différence. Oui, le talent, mais le
Le talent, c'est quelque chose qu'on développe. Il y a des gens qui ont un don, comme le thème de voix de Céline Dion, sa manière de Ouais. fluctuer dans sa voix, etc. Il y a des choses là-dedans qu'elle a pris quand elle était dans le placenta de sa mère, avec ses 13 frères et sœurs qui chantaient pendant qu'elle était dans son ventre. Puis là, quand elle est sortie, ça continue de chanter. Fait qu'en quelque part, il y a un phénomène qui est là, qui est de l'immersion totale. Mais c'est vrai qu'effectivement, dans la fibre de sa voix, il y a un don. Donc, le talent, ça, c'est quelque chose qui se développe. Puis tu peux développer des talents qui vont te donner absolument aucune jouissance dans la vie. Ça sert à quoi? Ça sert juste à faire de l'argent. Si tu veux faire de l'argent, fine, c'est ça ton trip. Mais l'idée, c'est de trouver ce qui va rendre service en étant quelque chose que tu aimes et qui va te permettre d'évoluer comme personne. C'est ça le but. Bref, pour ce qui est de Michelangelo, pour revenir, c'est juste aller voir les toiles du plafond de la chapelle Sixtine. Sixtine, je pense que c'est comme ça. Sixtine. Sixtine, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est de toute beauté. Mais oui, les gens, quand ils voient un talent, ils ont l'impression que cette personne-là est née avec ça. Il peut peut-être y avoir une base, mais il a fallu peaufiner ce talent-là. Il y a énormément de travail derrière ça. Ouais. Puis il faut pas avoir peur du travail. Je pense que c'est quelque chose qui a été un petit peu, peut-être pas dévalorisé, mais je comprends que dans les années 90, début 2000, il y a beaucoup de monde qui ont fait des burn-out, puis tout ça, puis je sais c'est quoi, j'en ai vécu un, puis je sais qu'on peut pousser la machine à fond. Quand on est été élevé par des baby boomers qui nous ont dit travail, 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 moi c'était comme ça que j'ai grandi. J'avais 3 jobs. J'avais 7 jours dans une semaine quand j'étais étudiant. L'été, j'avais 3 jobs pour remplir les 7 journées parce que je savais que c'est comme ça, qu'on attendait de moi, mais c'est comme ça que j'avais été élevé. Puis c'était correct aussi. Les jobs que j'avais, entre autres, c'était sauveteur. Fait que c'était pas la grosse job. Mais il reste qu'en bout de ligne, là, je pense qu'on a besoin de requalifier, recalibrer la question du travail. Puis pas juste le travail pour le faire pour ton boss soit content pour que tu puisses garder ta job, payer ton hypothèque. Mais la question du travail, comme on disait tantôt, que ce soit la question de justement d'avoir le but, pour toi, l'ambition d'être ce que tu as besoin d'être, de faire ce que tu es finalement. C'est comment il s'appelle le chanteur? C'est une autre époque, mais il y a des gens qui connaissent sa voix en écoutant la musique tout le temps dans la conférence, quand je la fais écouter. Tout le monde dit oui, oui. Il dit... il dit, je suis moi-même pour gagner ma vie. C'est extraordinaire parce qu'on le voyait dans l'entrevue, puis là, on le voit dans l'entrevue, il parle, il écrit des petites notes, ça lui donne une idée pour sa prochaine chanson, etc. Quand il arrive sur scène, il est habillé pareil que dans la vraie vie, il a sa guitare, etc. Et puis là, tout d'un coup, ça se met en fait, tout simplement à se déployer comme ça, comme si c'était lui, dans sa vie personnelle ou au travail, c'est la même chose. Fait que dans le fond, ce qu'il dit, c'est « Je suis moi-même pour gagner ma vie. I am myself for a living. » Alors, moi, je pense que, en quelque part, je le souhaite à tout le monde d'être qui ils sont pour gagner leur vie. Et ça va être la meilleure chose qui ne pourra pas arriver aussi à tous ceux qui sont en contact avec vous. Le chanteur, est-ce que c'était James Taylor? Oui, monsieur. Voilà. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur Marc-André Morel, le conférencier, bon, il y a des grandes entreprises qui font affaire avec toi. Moi, je t'avais vu de mémoire dans une conférence de Desjardins il y a de ça quelques années. Est-ce que tu as régulièrement de la place? Oui, ben en fait, moi, j'ai décidé cette année de limiter seulement à 50 conférences par année parce que j'ai le projet de formation en ligne qui ne va pas juste être en ligne, mais je vais me déplacer entre Paris et Montréal pour les parties en personne là, avec les étudiants de mon école. Puis, je veux aussi écrire 3 scénarios de films, puis de produire mon documentaire, puis d'écrire un roman d'inspiration, puis il y a plein de choses. 50 conférences par année, si ça donne que j'en donne 55, je ne serais pas déçu non plus, là, c'est pas la question. Mais l'idée de donner 100, 200 conférences par année, puis d'être tout le temps dans les avions, dans les hôtels comme avant, je veux dire, je l'ai faite, puis là, j'ai
les années à compter aussi qui restent en avant. Alors, je compte à l'envers, comme on dit. Fait que c'est pour ça qu'il y a d'autres choses que j'ambitionne, mais j'ai toujours le même plaisir. Puis je me donne à 100%. Écoute, j'étais à Québec vendredi, au Centre des congrès de Lévis, proche de chez vous, puis je suis allé porter mon veston puis ma chemise hier au nettoyeur. Était toute cernée de blanc à cause du sel, à cause de la sueur. Je suis pas du visage, mais me donne tellement, Yannick, là, que je suis imbibé, là. Ça paraît pas du tout, là. Je veux dire, c'est très... je suis très théâtral, exubérant, puis vous faire rire, puis c'est de l'amour à fond. Mais L'amour pour mon métier, l'amour pour mon sujet que je partage, puis l'amour pour ceux qui sont là que je sers. Ouais. C'est ça, mon slogan, mon mantra, voilà. Donc, des conférences, des livres, même des films qui vont peut-être arriver de tout ton être, Marc-André Morel. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, ils peuvent aller sur marcandrémorel.com. Pour les gens qui veulent s'abonner à ton infolettre, ils peuvent faire ça comment? Sur la page d'accueil de marcandrémorel.com, Marc-André, pas de trait d'union, Morel, morel.com, en descendant un petit peu, là, il y a un endroit pour entrer son adresse courriel. On fait plaisir de garder contact avec vous. Vous pouvez m'écrire un petit message. Il y a bien sûr la chaîne YouTube pour voir des vidéos, des capsules, etc. Mais même sur le site, là, il y a une section ressources là, où j'ai des articles, des podcasts. Il y a Coach Taxi qu'on n'a pas parlé, qui est ma web télé, là, où je fais une entrevue avec, j'ai eu que ce soit Christine Michaud, François Lemay, David Bernard, Martin Latulippe, évidemment Jean-Marc Chaput qui est décédé maintenant, que j'ai eu comme invité aussi, Daniel Ouimet, etc., que je me promène en auto, puis on fait du coaching en taxi, donc ça s'appelle Coach Taxi pour ça. Et puis, c'est une manière sympathique là, de partager des trucs avec des gens qui ont quelque chose à raconter, bien sûr. Il y a énormément de contenu, marcandrémorel.com. Un gros merci de t'être prêté à l'exercice pendant plus de 50 minutes. Moi, j'adore faire ce métier-là, puis quand j'ai la chance de rencontrer des gens exceptionnels comme toi, ben, je me dis, ma journée s'est bien passée. La même chose, je te dirais la même chose, Yannick. Alors, je te dis, continue, tu es sur toi-même sur ton X, puis il y a plein de choses qu'on n'a pas découvert, puis tu n'as pas découvert de toi. Là, je suis certain de ça qui vont éclore dans les années à venir. On continue de travailler, on lâche pas. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes de Boulevard 102.1 et on se reparle demain 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Bye bye.